Il a appris à jouer du piano, il avait une dizaine d'années. Et après, il s'est passionné pour l'orgue. Il a appris à jouer tout seul. Tout seul, vraiment. Il connaissait tout sur tout. L'histoire de France, les rois, l'histoire d'Angleterre, le cosmos. Il connaissait tout sur la musique classique. C'était un puissant fond de connaissances. Le fils de Pascal, Michael, a été tué en mars 2023, au cours d'un guet-apens. Il aurait été ciblé parce qu'il était homosexuel. Au moins 2 autres hommes, eux aussi homosexuels, auraient été victimes de la même équipe entre Avignon et Marseille. Il ne faut pas qu'ils soient morts pour rien. Il faut que ces gens-là soient jugés pour ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que je parle aujourd'hui. Et surtout pour éviter qu'il y ait d'autres victimes, parce que c'est pas acceptable ce qui se passe. Le dimanche 6 mars 2023, Michael ne se présente pas dans ce restaurant près d'Avignon où il travaille comme chef de rang. Son employeur prévient sa mère, Pascal. Inquiète, elle se rend chez lui, tente de le contacter, finit par appeler les pompiers qui pénètrent dans l'appartement par la fenêtre. J'essaie de rentrer dans le hall pour monter à son appartement. Je veux le voir, moi. On me refuse l'accès. Et puis voilà, je pose la question, est-ce qu'il est décédé ? Et on me confirme son décès. Au départ, je savais pas ce qui s'était passé. Mais quand même, j'entends, on a trouvé, il avait un coussin sur la tête. Et là, je comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans son salon, Michael gît sur le dos, avec une plaie sur l'arrière du crâne. L'autopsie conclut à une probable mort par étouffement. Des traces retrouvées dans l'appartement laissent penser à l'organisation d'une soirée dite chemsex, mêlant drogue et rapports sexuels multiples. Des objets appartenant à Michael ont disparu, ordinateur, console de jeu, téléphone portable. S'agit-il d'un cambriolage qui a mal tourné? Un meurtre ciblé? Qui pouvait en vouloir à Michael? Célibataire, 30 ans, musicien amateur, Michael gagnait sa vie en travaillant dans la restauration, notamment dans cet établissement où il a été chef de bar pendant 7 ans. Là, c'est le poste dessert. Jennifer était l'une de ses plus proches amies. Là, on a toute la partie du bar. Et là, il était souvent ici. Dès qu'on rentre, c'est la première personne qu'on voit. On parle de lui encore au présent. Donc, même si maintenant on a notre barman, ça reste le bar de Mika. Donc, c'est vite devenu un ami. Et après, on s'est vite côtoyé à l'extérieur, aussi bien moi que d'autres personnes de l'équipe. Parce qu'on a tous un souvenir marquant avec lui. Au sein du restaurant, Michael avait trouvé une deuxième famille. Ça, c'était Mika au bar. Il était tout le temps comme ça? Il était un peu fou, mais il jouait le jeu surtout. Là, c'était la première ou deuxième année de Noël. Ça, c'est Mika quand il sortait, le peu de fois où il sortait. Les rares fois. Les rares fois, mais bon, là... Une famille avec laquelle il etc. assumait parfaitement son homosexualité. C'était le premier à se vanner lui-même sur ce qu'il était. Hein. Il en jouait beaucoup. Hein. Ouais. Il était toujours dans l'humour, puis à mettre en valeur les beaux garçons de l'entreprise, à les draguer, mais toujours dans l'humour. Hein. Il était accepté comme il était et ça ne posait aucun problème. C'est très dur d'accepter ce qui s'est passé. Au moment de son décès, Michael travaillait dans un autre restaurant depuis 1 an et demi. Le samedi 5 mars 2023, après son service, l'un des employés le dépose chez lui, dans cette rue de Sorgues, près d'Avignon. Vers 3 heures du matin, le voisin du dessous, que nous avons contacté, est dérangé par un bruit. Voici la retranscription de ses propos. Dans la nuit, on a entendu des gros bruits de pas qui venaient d'au-dessus de chez nous.
Comme on avait l'habitude qu'il organise des soirées, on lui a demandé de baisser la musique. On n'a pas eu de réponse, du coup j'ai été toqué chez lui. Pas de réponse non plus. Par contre, j'entendais des chuchotements, 2 voix d'hommes. Et en descendant voir s'il y avait du monde dans la rue, il y a une voiture qui a démarré brusquement. Je suis retourné me coucher parce que ça s'est calmé. Les images de cette caméra de vidéosurveillance, située dans la rue de l'appartement, permettent de reconstituer une partie du déroulement de la soirée. Comme le raconte Maître Hugues de Chivray, l'avocat de la famille de Michael. Au moment des faits, on a un véhicule qui va se stationner notamment devant le domicile de Michael, sachant que cette rue est une rue à sens unique, extrêmement étroite, et un certain nombre d'individus qui vont graviter autour de ce véhicule, rentrer, sortir. Et c'était également comme ça que les enquêteurs vont aussi réussir à remonter sur une des personnes, le propriétaire du dit véhicule, grâce à sa plaque d'immatriculation. La voiture, une Peugeot 208, appartient à cette jeune femme de 23 ans, inconnue de la justice. En parallèle, les enquêteurs retracent les derniers appels reçus par Michael et identifient un interlocuteur. Cet homme de 21 ans, connu pour vol, violence et trafic de stupéfiants. Ils établissent que ce dernier communiquait avec la propriétaire de la Peugeot 208 le soir du meurtre, près du domicile de Michael. Les enquêteurs sont sur la piste des suspects, mais ils vont être pris de court. Une semaine après la mort de Michael, le 14 mars 2023, un homme que nous appellerons Arnaud se présente au commissariat d'Avignon pour déposer plainte. Il raconte avoir été victime d'une agression qui semble similaire à celle de Michael. Il explique avoir discuté avec un homme sur ce site de rencontre qui fonctionne sans inscription. Il lui aurait proposé de venir chez lui, dans ce quartier, en périphérie d'Avignon. Lorsqu'il a ouvert la porte, Arnaud se serait retrouvé face à 2 hommes qui entrent par la force. Traumatisé par cette agression, il a quitté la région et accepte de témoigner par téléphone. Celui-là qui rentre, il me pose le pistolet sur la tête, il me jette par terre. J'ai pris des coups dans la figure, des coups de pied dans les côtes, et il me demande ce que je cache à la maison, quoi. Je lui dis que j'ai rien, donc je continue à me prendre des coups. Il me disait sale pédé, tapette. Une fois qu'ils ont fouillé, puis que ils ont trouvé le coffre, ils deviennent très menaçants, énervés et violents. Des menaces avec l'arme, donne-nous la clé, donne-nous la clé. C'est à ce moment-là que j'ai pris le coup de couteau à la main. Ils ont pris mes clés de voiture, les clés de chez moi, et tout ce que j'avais en argent liquide chez moi, 3 000 €. Les enquêteurs font alors le rapprochement entre ce guet-apens et la mort de Michael. 5 suspects sont localisés dans cet immeuble du centre d'Avignon, où ils avaient loué un Airbnb. Ils sont interpellés. Parmi eux, le dernier correspondant de Michael au téléphone et 2 complices présumés. Tous domiciliés à Marseille, sans emploi, connus des services de police, notamment pour des vols avec violence. Ainsi que 2 femmes, dont la propriétaire de la Peugeot 208, petites amies de 2 des garçons. Ils sont tous âgés d'une vingtaine d'années. En garde à vue, l'équipe donne des explications confuses et ne semble pas prendre conscience de la gravité des faits. Concernant l'agression d'Arnaud, l'un d'eux déclare : On l'a braqué cash. Je lui mettais des taquets, des coups de poing. Elle m'a balafré le mec. Le mec a ouvert le coffre. Devant les gendarmes, les suspects détaillent également le déroulé de la soirée qui a conduit à la mort de Michael. Défendu par maître Patrick Gontard, l'un des mis en cause explique qu'il a contacté Michael par le biais du site de rencontre.
Ce que dit ce garçon, c'est qu'il dit « moi, je suis venu ». Oui, j'avais l'intention de voler ce que l'on pouvait voler. Et puis finalement, sur une étincelle, ça a dégénéré. Et à ce moment-là, les faits se sont enchaînés sans que quelqu'un n'ait la présence d'esprit de dire on arrête là. Lors des auditions, l'un des agresseurs présumés affirme, tout en reconnaissant l'enchaînement de violences à l'encontre de Michael, qu'il ne voulait pas sa mort. Il faisait du bruit, on a essayé de le faire taire, on l'a bien tenu. A pris le coussin et l'a mis sur la tête. Le mec, il bougeait, il criait. On voulait prendre les affaires et surtout qu'il ne nous suive pas. Quand on est parti, il respirait bizarrement. Un vol qui aurait dégénéré? L'avocat de la famille de Michael ne croit pas à cette version. Les protagonistes vont étouffer Michael à l'aide d'un coussin, avant de s'emparer ensuite de l'ensemble des objets qu'ils avaient déjà décidé de voler et de quitter le domicile en le laissant gisant dans une mare de sang, puisqu'effectivement il a été violemment frappé à la tête. Je pense qu'ils se doutent très bien que Michael est mort. Les deux filles de la bande, elles, assurent avoir été là pour jouer le rôle d'un couple de lesbiennes pendant cette soirée chemsex et avoir été dépassées par la tournure des événements. Selon maître Guillaume Raymond, avocat de la propriétaire de la Peugeot 208, cette dernière, fille de bonne famille, se serait laissée entraîner par son petit ami de l'époque. Elle se rend nécessaire pour ce garçon dont elle pense qu'il l'aime. Et donc, on lui demande d'aller quelque part, elle le fait. Dans son esprit à elle, des vols vont être commis. Ça, elle le sait. Maintenant, ce qu'elle ignore totalement, et ça j'en suis absolument persuadé, c'est d'abord la présence d'une arme. Ce qu'elle ignore également, c'est le fait que les faits vont être accompagnés de violence. Et dès l'instant où l'altercation physique va débuter, elle prend la fuite, elle court, elle quitte l'appartement et elle rejoint son véhicule où elle va attendre un certain temps avec angoisse et appréhension la venue des autres. Reste une question. Cette bande a-t-elle agi par homophobie? Lors de leurs auditions, ils s'en sont défendus. Mais l'un d'eux a expliqué qu'il avait ciblé les homosexuels car il pensait qu'ils avaient plus d'argent que les autres. Il n'y a aucune trace d'homophobie dans les propos de mon client, à quelque titre que ce soit. Je pense qu'on a choisi deux victimes homosexuelles parce que c'est une population, entre guillemets, qui est peut-être plus vulnérable qu'une autre, en certaines circonstances, et que donc, ce qu'ils voulaient, c'était que quelqu'un ouvre la porte pour cambrioler. Le mobile, il est résolument crapuleux. Le mobile, c'est soustraire des biens, soustraire des numéraires. On ne va pas voler des hommes parce qu'ils sont homosexuels et on ne tue pas un homme parce qu'il est homosexuel. L'homosexualité, elle est une circonstance périphérique qui permet de faciliter les faits qui vont être commis. Je pense que c'est ça dans leur esprit. Moi, ma cliente, il est certain qu'elle n'est pas homophobe. En tout cas, elle n'a pas d'a priori particulier sur cette orientation sexuelle, absolument pas. Pour la famille de Michael, sa mère, sa cousine et son père, le caractère des faits commis ne fait pourtant aucun doute. C'est une agression homophobe, en premier lieu. Et on se dit, à faire ça, on les agresse, en même temps on les vole. Voilà. Ça coule de source, puisque 8 jours après, ils ont récidivé. Et la personne aussi était homosexuelle. Et par les mêmes personnes, le regroupement des vidéos, de l'enquête, on savait que c'était donc prédéterminé. C'était défini. C'était la définition. On a eu confirmation après dans les interrogatoires que c'était défini. Les faibles et les pédés, donc c'est dit. Donc, Homosexuel, faible et avec de l'argent. Hein, c'est faible pourquoi? Parce que souvent les homosexuels n'osent pas porter plainte. Donc ils ont honte, parce que des fois la famille n'est pas au courant. Donc il y a tout ce contexte, c'est quand même réfléchi dans leur façon de fonctionner. Hein. Récemment, les enquêteurs ont identifié une troisième victime qui aurait été agressée par la même bande à Marseille, dans ce quartier, une semaine avant Michael. Même mode opératoire. Discussion sur un site de rencontre, prise d'un rendez-vous, deux hommes qui se présentent,
et passe la victime à tabac pour lui dérober sa carte bancaire. Cet homme n'avait pas déposé plainte et s'en est expliqué ainsi devant les enquêteurs. J'avais peur des représailles de ces gens, car ils étaient organisés et violents et avaient mon adresse. Je me suis senti coupable d'avoir convenu d'un rendez-vous sans penser aux conséquences possibles. Je m'en suis voulu. Aujourd'hui, la mère de Michael est persuadée qu'il y a potentiellement d'autres victimes. Surtout, toutes ces victimes, n'hésitez pas à vous faire connaître et à combattre ça, parce que c'est au plus il y aura de personnes qui vont se faire entendre, qui vont porter plainte, qui vont témoigner, au plus il y aura une grande force à travers tout ça. À ce stade, la justice n'a pas retenu l'intention homophobe. Les suspects mis en examen pour meurtre et vol aggravé ou complicité restent présumés innocents. Ils risquent jusqu'à 30 ans de prison et la perpétuité si l'intention homophobe était retenue. Un guet-apens visant un homosexuel se déroulerait chaque semaine en France.